Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE leur stratégie principale, RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Aymeric Marmora, directeur exécutif du Bachelor Act. C'est une formation qui est proposée par l'ESSEC et l'université CY Cergy Paris Université pour préparer la nouvelle génération à la transition écologique et sociétale. Notre débat, il portera sur l'adaptation des vignobles au changement climatique. Gros plan sur les vins de Bordeaux, leur nouveau label environnemental et le dossier controversé des pesticides. Et puis la star du jour, elle s'appelle Millet, la start-up du jour, mais ce sera aussi une star. Ce sont des produits de bien-être qui se veulent respectueux des cycles hormonaux et de la santé des femmes. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Aymeric Marmora, bienvenue. Vous êtes donc le directeur exécutif du Bachelor Act. Question très générale, pourquoi vous lancez cette formation ? Très bonne question. La création de la formation, en fait, vient d'un triple constat, qui est celui qu'on vit actuellement, qui est une triple crise. Ouais. Une crise écologique, une crise sociale, mais aussi une crise quelque part citoyenne. Et derrière cette crise-là, en fait, il y a des hommes, des femmes qui s'activent tous les jours dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations, justement, pour pouvoir porter les transitions. Et ces hommes et ces femmes ont besoin en fait de compétences, ont besoin de renforts dans leurs équipes. Et une étude du cabinet Burdeo l'indique par exemple que 65% des managers dans le développement durable ou dans la RSE sont en manque d'effectifs. Et donc l'idée à travers cette formation-là, c'est vraiment de pouvoir former des jeunes talentueux, engagés, qui ont envie de prendre à bras le corps finalement ces transitions et de pouvoir les former sur des compétences transversales pour pouvoir conduire finalement les transitions. Oui, on va rentrer dans le détail des formations, mais est-ce que c'est aussi une réponse à ce qu'on appelle l'éco-anxiété des moins de 25 ans. Des moins de 25 ans, oui. Ouais. Alors, c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété des moins de 25 ans. Je crois que c'est 50% des jeunes souffrent d'éco-anxiété. Et ils souffrent de cette éco-anxiété parce qu'ils sont en fait coupés quelque part de leur pouvoir d'agir. Ils sont dans leur cercle de préoccupation, en fait. Il y a des enjeux climatiques. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Quelque part, la formation, l'idée, ça va être de leur montrer qu'à leur échelle, à travers finalement les 80 000 heures de leur vie professionnelle, ils vont pouvoir agir et faire bouger aussi les choses, apporter des réponses à ces enjeux. Alors, si on rentre dans le détail, quel cursus, quelle formation vous proposez ? Alors, la formation, on l'a construite vraiment sur un triptyque de compétences. L'idée, c'est que les transitions écologiques, sociales, citoyennes nécessitent à la fois des verticalités, c'est-à-dire des compétences très techniques. On va avoir besoin de biologistes, on va avoir besoin d'ingénieurs, mais on va aussi avoir besoin en fait de compétences beaucoup plus transversales. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être en capacité à conduire les changements et à parler le langage de l'ingénieur, le langage du biologiste, mais aussi le langage de l'élu ou du chef d'entreprise. Et donc on va former finalement ces jeunes à travers un triptyque. Premier, c'est comprendre la complexité des transitions. Le deuxième, c'est vraiment de pouvoir être en capacité à agir, à passer à l'action en équipe. Et le troisième, c'est finalement dans tout ça, c'est trouver sa voie. Finalement, ce qu'on peut tous chercher, quel que soit son âge. Et est-ce que ça commence par une claque climatique? C'est un terme qu'on emploie régulièrement dans cette émission et qu'on a notamment beaucoup employé avec les chefs d'entreprise qui participent à la convention des entreprises pour le climat. Et ça, il nous dit, ça a démarré une première session, on a pris une claque climatique. Ouais. Alors, ça peut être on peut démarrer avec une claque climatique. Les jeunes, en même temps, sont aussi conscients des sujets. Donc, on voudrait équilibrer. On ne l'imagine pas aussi urgente, aussi, vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, c'est d'équilibrer à la fois cette claque et de montrer la capacité à agir. Bien sûr. Et donc d'aller rencontrer celles et ceux qui agissent au quotidien. Et donc vraiment trouver la balance entre, en effet, il y a des enjeux qui sont complexes, qui sont grands, mais on a aussi cette capacité à agir à notre échelle. Alors, la première rentrée, elle est prévue en septembre prochain, septembre 2022. Combien d'étudiants ? Ça va vite, mais surtout, quels profs ? Est-ce qu'il y a des profs qui ont déjà appris ça et qui peuvent former à ces métiers ? Puisque ce sont des nouveaux métiers, souvent. Des nouveaux métiers, oui. On va démarrer avec une promo de 30 étudiants. L'idée sera de monter au fur et à mesure des années pour arriver à 150, 200 étudiants à l'avenir. Et les profs, en fait, l'idée de cette formation, c'est vraiment une pluridisciplinarité. Donc, l'enjeu de comprendre la complexité, ça va être de comprendre le vivant et de faire intervenir des biologistes, de faire intervenir des scientifiques. Ça va être de comprendre aussi à l'échelle des enjeux contemporains, et donc d'avoir des sociologues qui vont pouvoir intervenir. C'est de comprendre aussi la complexité à l'échelle des organisations.
Voilà. Et donc, d'avoir des sociologues des organisations, et puis à l'échelle humaine, on va avoir des philosophes, des psychologues. Le point important de la formation, c'est que finalement, tous ces enseignements-là ne doivent pas être décorrélés de l'expérience. Et donc, les jeunes, à travers ces 3 ans, vont être amenés à conduire des projets, à porter des projets, de mener un bilan carbone, de conduire une mobilisation citoyenne à l'échelle d'un territoire, de pouvoir créer leur entreprise sociale pendant leurs études. Et donc vraiment, les intervenants, les enseignants sont des enseignants-chercheurs, ça va être des chefs d'entreprise, ça va être des activistes du monde associatif, vont venir justement former. Il n'y a pas de prof de RSE. Alors, il y a des profs de RSE, il y a des profs du développement durable. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher une formation pluridisciplinaire. Et donc, de former ces jeunes-là avec un peu de sociologie, avec de la gestion, avec du design, de la philosophie, finalement, de mélanger les disciplines. Et encore une fois, sur des projets très concrets. Est-ce que vous préparez aussi à des métiers qui n'existent pas encore, en fait ? Alors, c'est toute l'idée. Je crois que c'est 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore. Et puis, il y en a un certain nombre qui existent déjà. Donc, métier du développement durable, de RSE, c'est un métier qui existe, qui aujourd'hui nécessite... c'est Elisabeth Laville qui me disait ça récemment, c'est que c'est des métiers qui sont devenus assez matures. Et donc, aujourd'hui, ça nécessite des personnes qui ont une très forte culture, finalement, des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux sociaux. Et puis, dans les collectivités, on a aussi des besoins dans le développement territorial, dans le développement économique. Et le secteur associatif, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, moi, c'est là d'où je viens. Moi, je viens du terrain. J'ai créé plusieurs entreprises. J'ai dirigé Enactus, une association. Donc, je vois bien aussi les compétences dont on a besoin pour pouvoir coordonner, monter des projets. Et donc, c'est vraiment sur ces métiers-là qu'on va chercher à former les jeunes. Oui, vous avez aussi fait partie des cofondateurs de Laruche. Ça fait des années que vous êtes un habitué des rouages de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que le regard des jeunes sur cette économie sociale et solidaire, il a changé notamment des jeunes diplômés ou des jeunes qui se destinaient à des études de commerce, par exemple ? Ce secteur est assez attractif. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie de concilier leur engagement professionnel avec leurs valeurs. Ils ont envie que ça se traduise finalement dans leur quotidien. Ils ont envie d'avoir un travail utile. Et donc ce secteur-là de l'économie sociale et solidaire, forcément attire les jeunes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, on parlait à des étudiants d'école de commerce il y a une dizaine d'années. L'économie sociale et solidaire, bon, c'était un peu... Ça passait au-delà de leur radar, quoi, bien en dessous des radars, quoi. Moi, j'étais un ovni quand je suis sorti de mes études. Donc, mais voilà, je pense que cette conscience finalement des enjeux actuels donne envie finalement aux jeunes. Ils ont plus nécessairement le besoin de sécurité que pouvaient avoir leurs parents. En fait, ils ont surtout un besoin de sens. Mais est-ce que le regard des patrons ou des cadres dirigeants sur l'économie sociale et solidaire, il a également changé ? Alors moi, j'ai remarqué en une quinzaine d'années, il a changé. Il y a des alliances très fortes qui sont qui s'opèrent entre justement les grands groupes et les start-up sociales, les entreprises de l'ESS. Donc il y a des alliances en fait qui se font et je pense que derrière cette formation du baccalauréat, c'est aussi cette alliance-là. On a à la fois l'ESSEC, qui est une école de business, et on a l'université, Cergy Paris Université, qui est une université publique. Et donc on a une alliance publique-privée pour porter une formation dédiée aux transitions. Justement, c'était imaginable ça il y a 5 ans, une telle association ? Oui, et puis je pense aujourd'hui encore. C'est aussi ce qui fait la particularité. C'est novateur de créer ça ? Vraiment de co-porter une formation. Et donc c'est vraiment porté par les deux institutions. Je pense que c'est novateur, mais c'est aussi cohérence avec cette alliance qu'il peut y avoir entre l'ESSEC et CY depuis 2017. Donc finalement, c'est plutôt une continuité pour ces deux établissements. Mais ça paraissait inimaginable en effet il y a 5 ans. Vous l'avez évoqué en tout début d'interview, mais je voudrais y revenir. La demande finalement de professionnels de la transition écologique, sociétale, elle est en train d'exploser ? Alors moi je crois qu'elle explose et les chiffres le montrent, l'étude de Burdeo le montre. Je discutais avec Brune Poisson, qui est la directrice du développement durable d'Accor aussi, qui cherche à renforcer ses équipes avec justement des personnes qui ont une vision à 360 des sujets. Il ne s'agit pas d'avoir que des experts de l'environnement ou que des experts des enjeux sociétaux, mais d'avoir vraiment une compréhension un peu transverse de tout ça. Une entreprise de social et solidaire, jusqu'où elle peut grandir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que est-ce qu'elle peut devenir européenne, voire je sais pas, mondiale, et garder ses principes et pas se perdre finalement ? Est-ce qu'on peut grandir sans perdre son âme ? C'est une bonne question. Alors on a quelques fleurons de l'ESS en France. Je pense à Vitamité, je pense au groupe SOS, qui sont des entreprises qui s'exportent et qui se développent à l'international. Après, je pense que la clé finalement de la transformation,
elle est dans l'ESS, mais pas que. Elle est aussi dans le monde de l'entreprise, dans les grandes entreprises, elle est au sein des collectivités. Et donc, je pense que voilà, chacun à son échelle, dans ces organisations, vont nécessiter justement de les transformer, de changer les paradigmes, et puis de mieux prendre en compte finalement les critères environnementaux et sociaux. Oui. Vous avez déjà commencé à recruter des étudiants pour la rentrée prochaine, ouais. Et on commence à rencontrer les premiers avec des belles surprises. L'idée de cette formation, c'est aussi de donner sa chance à des jeunes qui, du coup, ont fait un pas de côté. Donc, ont leurs résultats scolaires, ils sont en terminale, générale ou technologique. Ils ont des notes, plutôt des bonnes notes, mais ils sont pas forcément, ils peuvent être excellents, mais pas que. L'idée, c'est que ce sont des jeunes qui ont déjà marqué un engagement à côté, qui ont pris des responsabilités, que ça soit dans leur lycée, que ça soit dans leur quartier, que ça soit finalement peut-être dans leur famille aussi, et qui ont justement développé un certain leadership. Et c'est vraiment pour ces jeunes-là que la formation s'adresse. Merci Aymeric Marmora. Bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, et dans ce Smart Impact, je vous propose un gros plan sur les vins de Bordeaux. Et je vous présente les invités du débat de Smart Impact. Marie-Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice technique du CIVB, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. À vos côtés, Pierre Darié, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur d'exploitation du château Luchet-Halde. Un mot et puis quelques chiffres sur la labellisation environnementale menée dans la région de Bordeaux. Chiffre 2021, c'est vous qui donnez ces chiffres, 75% des vignobles certifiés par une démarche environnementale, c'était 35% en 2014. Comment vous en arrivez à ce chiffre? Quelles actions pour faire progresser finalement les exploitations? Finalement, c'est 20 ans de travail. Ouais. Donc, on a une très, très forte progression à l'heure actuelle sur un panel assez diversifié de certifications environnementales, puisque nous, on valorise toutes les certifications environnementales et on dit à nos viticulteurs, finalement, commencez par celle qui vous convient le mieux. Donc, on a des certifiés bio, TerraVitis, HVE, on a un peu de biodynamie, etc. Et ça a commencé il y a 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on a mis en place des groupes de viticulteurs dans le cadre d'une certification ISO 14001, qui est une certification sur le management environnemental. On a à l'heure actuelle 400 entreprises qui sont dans ce groupe et ça a créé une émulation. Et finalement, ces 400... elles sont un peu la locomotive pour les autres. D'accord. Ces thèmes, ils étaient évidemment au cœur du 12e forum environnemental du vin de Bordeaux qui se tenait en décembre dernier. Et vous avez d'ailleurs créé votre propre label qui s'appelle Bordeaux Cultivons Demain, c'est ça? Alors, pourquoi créer son label? Et puis surtout, comment vous nous garantissez qui le contrôle, ce label, en quelque sorte? C'est toujours une question que le consommateur se pose. Donc, Bordeaux Cultivons Demain, c'est un label de développement durable qui est basé sur la norme ISO 26000, qui est la norme sur la responsabilité sociétale des entreprises. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que finalement, il y a encore des efforts à faire sur les questions environnementales, c'est indéniable, mais que... il fallait qu'on commence à alimenter avec autre chose. Et on a fait un audit de la filière et on a des enjeux forts sur les questions sociales. On a des enjeux sur l'attractivité des métiers, sur la fidélisation. On a besoin de beaucoup de salariés dans le monde viticole et on a du mal à les recruter. Et puis aussi des enjeux de territoire. On est sur un territoire qui est aussi un terroir. On est des entreprises non délocalisables et donc il faut que ces territoires ils continuent à vivre et en harmonie avec les riverains, avec les élus locaux, etc. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on passe d'une dimension où on ne travaille que la partie environnementale à une dimension où on travaille aussi la partie sociale, et avec des entreprises qui sont compétitives. Et c'est ça, Bordeaux Cultivons Demain. Pierre Darié, quand on parle de démarche environnementale, du vin de demain, parce que c'est aussi ça, ce à quoi vous réfléchissez, ça prend tout son sens dans une exploitation comme le château Luchet-Halde, parce qu'il appartient à Bordeaux Sciences Agro, qui est une école d'ingénieurs agronomes. C'est quoi? C'est un château-école, en quelque sorte? Alors, c'est pas tout à fait un château-école, mais c'est un modèle pour des futurs cadres dans le monde de l'agriculture, en tout cas des futurs décideurs dans le monde agricole. Et c'est pour nous un double enjeu, parce que pour être dans un bon modèle, il faut être ancré dans le réel. Donc, on est une exploitation viticole qui produit du vin, qui le vend. C'est un Pessac-Léognan, c'est ça? C'est un Pessac-Léognan. On est situé en pleine ville, donc les problèmes sociaux peuvent se poser de manière assez importante. Donc l'enjeu, il est très très important pour nous pour exister demain. Oui. Voilà.
Vous êtes labellisé RSE depuis décembre dernier, c'est ça? Oui, on est labellisé RSE depuis décembre dernier. On était dans le groupe pilote qui a participé à justement la création, à l'adaptation du référentiel issu de l'ISO 26000 pour qu'il soit bien adapté à Mais ça suppose quelles actions, par exemple, si on fait un petit regard dans le rétro sur les 5 dernières années? Alors, c'est ce que disait Marie-Catherine tout à l'heure, c'est un travail qui est assez long. Donc, on a commencé à faire du système de management environnemental. Mais quand on regarde dans les actions sociales ou sociétales, nous, on est en pleine ville. On a produit sur une commune où il y a 70 000 habitants, à 1 km de Bordeaux-Centre. Donc, on interagit depuis très, très longtemps avec nos voisins, de manière assez générale. On les invite à venir chez nous, on leur communique notre stratégie, on leur fait part de nos démarches. On les écoute et ça c'est très très important pour qu'on puisse rester ancré dans notre territoire. Oui, alors on est au cœur des enjeux de cette étude qui s'appelle Pestirive, qui a été lancée par Santé publique France pour justement évaluer l'exploitation aux pesticides des personnes vivant en zone viticole. En octobre dernier, le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, Bernard Farge, écrivait à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, on va le citer: « Nous n'accompagnerons pas cette démarche ni auprès des entreprises viticoles girondines, ni auprès des maires des communes concernées. » Bon, on était en octobre, là on est en février. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors en fait, l'esprit global de ce courrier, c'était de dire nous souhaitons être partie prenante dans cette étude. Et nous considérions à l'époque que nous ne l'étions pas. Donc, c'est une phrase sortie d'un contexte, mais ce que disait notre président à Madame la Préfète, c'était que si nous sommes partie prenante, si nous pouvons entamer un dialogue avec l'ARS et avec Santé publique France, alors nous collaborerons. Dans le cas contraire, nous ne le ferons pas. Depuis, nous avons eu une réponse et nous avons un dialogue qui est un dialogue très transparent avec l'ARS et avec Santé publique France. Et évidemment que c'est dans notre intérêt de collaborer. Et donc, évidemment que ce courrier, il était là pour faire réagir, mais nous collaborons avec l'ARS, nous essayons d'être force de proposition, nous essayons aussi de leur faire comprendre les réalités du terrain, et puis on est très soucieux à la fois des résultats, et puis aussi de la façon d'accompagner ces résultats, parce que finalement, il n'y aura pas des résultats ni tout blanc ni tout noir, c'est toujours des questions très complexes, avec des informations qui forcément font peur, puisqu'on parle de pesticides, de résidus, etc. Donc il faut trouver le bon message, le message le plus juste possible, et finalement, nous, derrière, il faut aussi qu'on comprenne vraiment bien ces résultats, et nous, on n'est pas des spécialistes de la santé humaine, donc pour pouvoir aussi accompagner nos viticulteurs et la progression de leur démarche pour aller vers du mieux. Donc finalement, la situation, elle est très claire aujourd'hui et elle est très positive. Donc vous participez à cette étude Pestirive. Pierre Dariet, les pesticides ou les intrants phytosanitaires, ça représente quoi ? D'abord, je pense que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous en passer quand on fait du vin. Non, malheureusement. Pourquoi ? Parce que la vigne attrape des maladies cryptogamiques. On l'a cultive en foule. Il faudrait qu'on cultive un pied de vigne à peut-être 10 km d'un autre pour éviter le problème. On voit bien quel est le problème d'un virus. Quand on est une population importante, c'est exactement la même chose pour une parcelle de vigne. Donc on ne peut pas se passer de cette protection-là. Pas complètement. Et c'est pas blanc ou noir. Il y a plein de petites investigations qu'on peut faire qui ne portent pas uniquement que sur les produits phytosanitaires, qui peuvent aussi porter sur le choix des cépages, de travailler sur la résistance de ces cépages-là. Il y a plein de sujets qui vont nous permettre de moins impacter l'environnement en protégeant le vignoble. Ça veut dire que vous réussissez quand même, là aussi vous dites c'est un processus de longue durée, à réduire la quantité de pesticides que vous utilisez ? Tout à fait. C'est un petit peu comme de l'éducation et de s'habituer à une certaine prise de risque aussi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a tous un réflexe de se protéger. C'est un petit peu pareil, quand on a un outil de travail, on veut absolument le protéger. Donc il y a plusieurs phases. Il y a d'abord bien connaître ces stratégies, bien se renseigner sur les produits phytosanitaires. Et quand on s'intéresse à l'environnement, qu'on fait du système de management environnemental, qu'on se diagnostique, on est obligé d'aller faire un travail de fond pour savoir comment on va moins impacter l'environnement. Et on apprend. C'est petit à petit, je pense qu'à force de travail, on réduit nos doses de produits utilisés, et aussi on utilise des produits moins impactants pour l'environnement
et la santé humaine. Il y a aussi, j'ai lu ça en préparant l'émission, dans l'information des riverains, parce que c'est aussi majeur, parce que les produits phytosanitaires, ils ne sont pas utilisés H24 toute l'année, évidemment. Non. Il y a des périodes où ils sont utilisés, donc il y a quoi? Il y a des systèmes d'information, ou d'alerte, je ne sais pas, oui. des riverains? Il y a des systèmes d'alerte des riverains. Alors, en général, finalement, le plus efficace, c'est le smartphone. Ouais. Et on demande aux riverains s'ils souhaitent être informés. Ouais. Et en fonction de la réponse, on envoie un message quelques heures avant les traitements pour enlever le linge, fermer les fenêtres pendant la période de traitement. Toi, Pierre, tu as une tactique oui. encore peut-être plus pragmatique. Oui. Nous, on est en ville. Il se trouve qu'on a un vignoble récent qui est apparu en ville, après la ville, sur un terrain qui n'était pas urbanisé. Bon, ouais. Les raisons sont assez longues, mais du coup, on est les derniers arrivés, donc on ne peut pas dire à nos voisins, écoutez, faites attention, on était là avant vous. Ce n'est pas du tout notre démarche. Donc, ouais. On informe nos voisins et on est proche de l'Atlantique et on a pris le système des drapeaux à la plage. Donc, okay. À l'entrée de chez nous, on a un mât avec un drapeau. Quand c'est drapeau rouge, c'est qu'on est en train de traiter et qu'il faut éviter de se promener sur le vignoble. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent se promener, du fait qu'on soit en ville. On a un espace quand même libre de promenade. Drapeau orange quand on est sous délai de rentrée, donc il ne faut pas aller toucher le végétal et drapeau vert quand la circulation est complètement libre. Et c'est un système qui nous a été proposé par une de nos voisines, justement quand on a eu des échanges avec elle concernant notre bon voisinage à tous. Voilà. Ça donne envie d'aller se baigner dans les rouges de l'Atlantique, ça. Il nous reste 2 minutes. Tiens, je voudrais qu'on parle des conséquences du réchauffement sur le titrage des vins de Bordeaux, leur degré d'alcool. Ça, c'est un enjeu d'avenir. C'est un enjeu très important et pas que sur le degré d'alcool, finalement, sur bien d'autres choses. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis maintenant un certain temps, puisqu'on a fait notre premier bilan carbone en 2008. On en est à notre 13e bilan carbone. On est en train de travailler là sur notre future stratégie. Notre objectif, c'est une diminution des émissions de gaz à effet de serre, moins 54% d'émissions en 2030 par rapport à 2007. L'idée étant de contribuer à la neutralité carbone à l'horizon 2050, avec beaucoup d'actions mises en place. Et ça, c'est pour... ça, c'est finalement notre apport collectif. Oui. Après, on constate évidemment une réduction du temps et on vendange de plus en plus tôt. On a des teneurs en alcool qui sont de plus en plus élevées. On a surtout des aléas climatiques de plus en plus importants et ça, c'est certainement ce qui est le plus négatif pour nous. Et puis, on a cette question de la typicité de Bordeaux, avec des degrés d'alcool plus importants. Et donc, on y travaille. Et notamment, on travaille sur une modification de notre encépagement. Donc, on introduit de nouveaux cépages, en plus des cépages traditionnels de Bordeaux. Notre façon de voir les choses, c'est de dire que pour ne pas changer le produit, il faut changer beaucoup de choses. Et donc, notre objectif, c'est de changer le moins possible le produit. Et pour ça, d'innover. Et donc d'aller vers des innovations qui nous permettront de continuer demain à produire du vin dans la typicité de Bordeaux. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Bonjour Caroline de Blinière, bienvenue. Vous êtes avec Anna Walid, la cofondatrice de Millet, qui a été lancée il y a 2 ans. Pourquoi vous l'avez créée ? Alors, je l'ai créée parce que j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans en fait, dans le développement de produits compléments alimentaires, cosmétiques dans le bien-être et la santé. Et en fait, je me suis étonnée du vide autour de l'équilibre hormonal féminin, alors qu'on voyait que c'était des problématiques qui étaient de plus en plus présentes. Enfin, on le voit au niveau des stats sur les cancers du sein, on le voit au niveau de l'endométriose, des prises en compte de ces nouvelles pathologies hormonales. Et pourtant, en fait, très peu de solutions en face. C'est-à-dire qu'en parlant à des experts, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites quand on est avec le bon gynécologue, le bon accompagnement, le bon naturopathe, mais très peu de produits clés en main sur le marché. Donc, c'était un tabou ? C'est encore un tabou d'ailleurs parfois. C'est encore un tabou parce qu'en fait, quand on énumère les symptômes, on parle d'inconfort physique, on parle de sécheresse intime, on parle de troubles, d'inconfort émotionnel. Ça, c'est des sujets qui sont toujours très tabous, qui reviennent pendant les cycles. On parle aussi de changement de l'état de la peau et des cheveux, mais de manière, c'est des symptômes qui sont très confondus avec d'autres, très tabous, donc finalement très peu abordés en direct par les marques. La ménopause, c'est encore un tabou. La ménopause, mais ça va de la puberté à la périménopause. Oui, ça, en fait, et la périménopause, mais
c'est fou comme les femmes ont si peu conscience en fait de cette durée de vie. Nous, on en a fait des nuits blanches. On a vu que ça durait de 7 à 15 ans, la période autour de la ménopause. Or, on a tendance à croire que c'est 1 an sans règles. Mais en fait, c'est une phase où justement, on a tendance à confondre des symptômes avec d'autres et qui est beaucoup plus long que ce qu'on pense. Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme de produits Millet? Alors, dans la gamme de produits, aujourd'hui, on a une dizaine de produits. Donc, c'est des soins et des compléments alimentaires aujourd'hui. Donc, toujours forcément hyper naturel parce que vous en parliez avant, mais on va s'interdire tout ce qui est perturbateur endocrinien. On va vraiment aller plus loin que la charte bio pour s'interdire tout ce qui est suspecté. On ne peut pas, en s'adressant à une population fragile qui souffre potentiellement d'errance diagnostique, donc périménopause, endométriose ou autre, proposer des produits avec des perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc, on va vraiment éliminer tout ce qui est suspecté ou controversé. Et surtout, en fait, c'est le fruit d'un long échange avec donc plus de 400 femmes et 50 experts, donc des gynécologues. Donc, on a à la fois de la médecine généraliste, des gynécologues, des endocrinos. Et puis aussi tout ce qui sont naturopathes, kinés de rééducation du périnée, sages-femmes. Donc, le but, ça a vraiment été d'avoir un panorama en fait le plus complet possible pour voir quels étaient les symptômes en détail et comment on pouvait avoir des solutions naturelles, des petits coups de pouce à l'organisme pour en fait aider l'organisme à retrouver naturellement son équilibre sans phytohormones, sans ingrédients controversés. On est vraiment dans le coup de pouce. Donc c'est quoi? C'est plusieurs années de recherche et développement comme Alors, ça? C'est un peu itératif. itératif. C'est un projet qui a mis très longtemps à mûrir. Vous avez raison, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a eu beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y a eu plus de 2-3 ans de préparation, d'échanges. Ça a été le temps de la maturation du projet. Après, quand l'idée est fixée, qu'on a sélectionné les ingrédients, un produit, ça met entre 12 et 18 mois pour arriver sur le marché. C'est plus complexe de formuler en naturel. C'est quoi? Alors vous disiez des compléments alimentaires, c'est quoi? C'est des crèmes aussi? C'est quel type de produit? Alors par exemple, on a des gels intimes. On trouvait que le marché était vraiment pas du tout bien abordé de la bonne manière, en tout cas dans ce qu'on voulait faire. On a également des soins, par exemple pour les douleurs mammaires ou les douleurs au ventre, donc qui s'appliquent en fait, qui sont des soins à base d'actifs drainants, circulatoires, anti-inflammatoires pour soulager. Donc on est vraiment dans le bien-être. On a des compléments alimentaires pour réguler toute la partie émotionnelle, digestive, toute cette sphère qui est souvent impactée pendant les cycles. Et puis on a également des produits, par exemple pour la perte de cheveux d'origine hormonale, qui est très bien identifiée chez l'homme, mais très peu chez la femme. Donc, il y a des grands progrès à faire de ce côté-là. Comment ils sont distribués vos produits? Alors aujourd'hui, donc on a un peu plus d'1 an d'existence. On est dans une centaine de points de distribution. Alors beaucoup de pharmacies, forcément. On a plus de 70 pharmacies. Et puis on est aussi dans le nouvel espace santé de Monoprix, par exemple, chez des distributeurs bio spécialisés autour de la femme enceinte. Voilà. Donc, est-ce que c'est une offre qui était adressée ou alors pas du tout par les géants du secteur? Alors moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait, on va dire, une innovation de bon sens. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans ce secteur, parce qu'il y avait des produits tabous, vous en avez bien parlé, l'offre n'était pas vraiment adressée en accompagnement par une marque. Donc il y avait quelques produits ici et là, mais il n'y avait pas ce sujet d'accompagnement en disant voilà, on vous propose une offre sans phytohormones, sécuritaire, efficace, naturelle, de première intention, avant de tomber dans la pathologie. Et voilà ce qu'on a étudié avec les experts du secteur. Donc comment on vous accompagne sur la sphère inconfort physique, inconfort émotionnel et peau et cheveux. Et aujourd'hui, ça n'existait pas en tant que tel. Ça veut dire quoi, tiens, d'ailleurs, on termine là-dessus, le nom Millet, pourquoi ce nom? Millet, merci, ça signifie la bonne amie en provençal. Et donc, c'est à la fois cette idée d'accompagnement expert et bienveillant des femmes, et puis c'est aussi un clin d'œil à Anna, donc, qui est une très bonne amie depuis 25 ans. Et ben voilà, merci beaucoup, bon vent à Millet, la bonne amie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un très bon week-end. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Romain Luc à la réalisation, Saïd Mamou au son. Salut à toutes et à tous.